Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 21 juin 2023. On se retrouve avec un Bitcoin en fort positif, 28 755 ce matin, 6h30 que j'enregistre l'émission, plus 6,61 sur les dernières 24 heures, plus 11% sur la semaine. On a Ether qui suit derrière, 1810 à 4%, 61 sur les dernières 24 heures et ce top 25 qui suit au pas pour l'instant le Bitcoin. On a Avalanche qui nous pousse plus 7, Cardano également et des plus 3, plus 4, plus 5% jusqu'au top 25 qui pour l'instant n'a guère évolué avec ICP et Filecoin. Donc on a une très belle remontada, on peut le dire là pour le coup au niveau du BTC, puisqu'on était passé sous le support des 25 000, on s'est fait la petite frayeur et c'est quelque chose qui arrive régulièrement sur le marché crypto. On aime bien sur des zones clés et dans des moments qui sont très crispés d'un point de vue fondamentaux se faire peur, et là finalement ça a permis de punir un peu les retardataires et ceux qui avaient chargé la mule, je pense, au niveau des shorts. Souvenez-vous, on n'était même pas pour repasser dans la peur au niveau du crypto fear et on est déjà plus très loin de repasser dans l'euphorie, donc un sentiment qui n'a guère été perturbé par tout ce qui s'est déroulé ces dernières semaines d'un point de vue des attaques de la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Et là on a le retour de boomerang en fait des très gros acteurs, on y vient dans un instant au niveau des news, et c'est probablement les portes qui sont en train de s'ouvrir ou de se réouvrir par rapport aux institutions, et il y a une très grosse spéculation à court terme autour de ça. Après, comme d'habitude, qui dit hyper spéculation, admettons la SEC rejette tous les ETF spot qui sont en train d'être déposés en bloc, ça pourrait poser quelques problèmes derrière avec une retombée aussi, donc inutile de trop s'exciter le pistil comme je dis souvent immédiatement, mais en tout cas on a eu la réaction escomptée à l'endroit où on le voulait et clairement c'est très positif. On a les murs acheteurs et vendeurs qui sont du côté de Coinbase et BitMEX, ça se bataille entre 28 à 28,6 pour les acheteurs, et les vendeurs ont empilé entre 28 750 et 29 400 pour l'instant, sachant qu'au niveau de la map de liquidité ça n'a toujours pas bougé, on est plutôt autour de 31 comme vous le savez, ce qui nous permettrait plus tard de déplacer ce bloc, je l'espère, des 31 à 35 000 $. Et là on a quelque chose d'assez fou au niveau des planètes qui sont en train de s'aligner, et clairement c'est à se poser pas mal de questions sur le fameux agenda qui quelques semaines en arrière nous paraissait complètement opaque quant au devenir et aux décisions prises aux États-Unis, et on a l'impression qu'ils ont fait un genre de table rase pour laisser les très gros venir à la table. Et je pense que là, si on n'a pas réussi à déclencher plus de cascades de liquidation quand on était sous les 25 000 avec tout ce qui s'est passé précédemment, eh bien je l'espère, en tout cas pour l'instant ça a l'air de tenir, que les fameux 15 500 étaient bel et bien le point bas derrière nous, et que probablement ça sera très compliqué de voir le Bitcoin sous 20 000 $ au cours de 2023, si ce n'est pas au-dessous désormais des fameux 25 000. En tout cas, on va voir comment ça va se passer. Personnellement, j'attendais pour recharger... Personnellement, j'étais super chaud pour reprendre mon DCA avec ce qui me restait de stablecoin entre 20 et 25 000. J'en avais remis un peu ce lundi là quand on était sur les bonnes zones, mais voilà, pour l'instant ça a l'air de déclencher une réaction assez épidermique du côté institutionnel de la force, puisque c'était The Block qui titrait ça ce matin, que l'ETF positionné par BlackRock a permis à Grayscale dans la foulée de retrouver une certaine vigueur, puisque le but derrière, et c'était des bruits de couloir, j'y viens dans un instant, ça serait potentiellement à Grayscale, qui a perdu énormément d'argent avec un discount de moins 40% à peu près sur son GBTC, qui sont des Grayscale Trust, c'est des parts tout simplement qui représentent des vrais bitcoins derrière, ce qui fait que pour les institutions qui voulaient se positionner maintenant, imaginez le prix du bitcoin quand il était à 25 000, moins 40 ou moins 45%, et si derrière ils arrivent à le faire se convertir, le Grayscale GBTC Trust, en un ETF plus tard, inutile de vous dire qu'ils ont réalisé le hold-up de l'année, voire de la décennie, par rapport à ce point d'entrée au niveau des cryptos. Donc là, pour l'instant, on a ça qui est en train de se passer, et comme je le disais ce matin, on dirait bien que les portes institutionnelles sont en train de se réouvrir, puisque on a l'asset manager Invesco qui réactive sa demande d'ETF spot, et ce qui fait que on a BlackRock qui vient d'enfoncer le pied dans la porte, et tous les autres sont en train de s'y engouffrer, et ce qui fait que la
la SEC va se prendre un rouleau compresseur de méga giga pognon dans la tronche. Et aux États-Unis, souvent, il y a une phrase ou un dicton qui dit que à la fin, c'est le capitalisme dans tous les cas qui gagne. Il y avait un petit spot ce matin qui circulait sur les réseaux, j'ai pas partagé parce que je trouve pas ça intéressant. C'est voilà, comme d'habitude du sideway, mais d'une personne qui travaille chez BlackRock apparemment, ou un communicant de là-bas, qui disait que de toute façon, les sénateurs, les politiques ou quoi que ce soit, ils ont toujours un prix aux États-Unis. Donc vous sortez le chéquier et tout va bien ensuite dans le meilleur des mondes. C'est exactement ce dont on avait parlé précédemment. C'est l'argent à la fin, malheureusement ou heureusement pour certains aux États-Unis, qui fait la loi finalement, puisque même d'un point de vue de la justice, du moment qu'on a du pognon là-bas, on peut tout à fait s'en sortir et pour des trucs très graves. Donc c'est complètement fou, hein, je dis pas le contraire, mais c'est bel et bien potentiellement ce qui est en train aussi de se passer pour le marché crypto. Ça laisse aussi se poser pas mal de questions et je suis tout à fait d'accord aussi avec ceux qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de telles pieuvres, de telles pontes de la gestion de la finance et des grandes banques aux États-Unis dans l'univers des cryptos, mais c'est aussi ce qui va le pousser au next level en termes de liquidité et en termes de capitaux qui pourraient rentrer dedans à seulement 300 jours, rappelons-le, du prochain halving. Donc c'est complètement fou au niveau du timing. Miles Dutcher qui disait que voilà, quand on fait la rétrospective des derniers 15 jours, on a eu la SEC qui a poursuivi Binance et Coinbase. Le 15 juin, on a BlackRock qui demande donc un ETF spot et tous les autres qui sont en train de se reprécipiter pour refaire les mêmes demandes. Et désormais, le 20 juin, donc c'était hier, on a le Crypto Exchange qui est backé par Citadel, Schwab et Fidelity qui va s'appeler EDX Market qui go live et qui permettra aux institutions et probablement particuliers fortunés de trader Bitcoin, Litecoin, Ether, BCH je crois et un ou deux autres. Pourquoi, vous allez me dire, à chaque fois ils se font chier à mettre LTC et BCH du côté des institutions? Tout simplement puisque c'est des monnaies qui ont été des dérivatifs de Bitcoin et qui ont prouvé leur résilience et leur liquidité au travers du temps, et ce qui fait que la majorité vont pas se positionner sur BCH ou LTC, ça va plutôt être Bitcoin et ensuite si on a encore un peu d'argent Ether en général. C'est comme ça souvent que les flux se positionnent, en tout cas d'un point de vue institutionnel pour l'instant, mais ça permet quand même d'avoir d'autres classes d'actifs et à ce jour, peu importe à chaque fois comment on a regardé sur ces investissements instit, on avait le quatuor si je puis dire, Bitcoin, Ether, LTC, BCH quasi systématiquement. Me demandez pas pourquoi, c'est la réalité du terrain et du marché actuellement. Kyungju qui au niveau des analyses de CryptoQuant nous disait qu'il y a quelqu'un qui est en train d'acheter du Bitcoin et pas qu'un peu, ça n'est pas un short squeeze pour lui ou pas que, puisque je pense qu'au passage il y a quand même des positions qui sont en train de se faire malmener. Alors attention, quand on a un truc qui monte comme ça d'un seul coup, on a pris 4000 $ de nouveau sur Bitcoin depuis le point bas local sous les 25 000, ça va pas faire que monter et pas qu'en ligne droite, mais on a quand même une sacrée réaction et si effectivement c'est drivé par du spot buy dans l'idéal d'avoir derrière tous ces ETF spots qui viendraient à être approuvés, il leur faut forcément de la liquidité de leur côté au niveau de toutes ces institutions. Ils en ont probablement déjà pas mal de côté, mais on a voilà un gros mouvement qui est en cours. Je peux pas vous en dire plus et vous dire ça y est, on est tous dans la fusée et on va aller péter je ne sais combien cet été, puisque personnellement je suis toujours dubitatif pour la zone estivale, mais c'est vrai que là, au vu de la réaction complètement folle et au vu du timing, au vu des annonces, c'est trop beau pour être vrai. Je pense qu'il y a eu une vraie opération de fond qui a été menée et c'est complètement barge de le voir se réaliser désormais sous nos yeux. Et quand on dit que les dominos sont tous en train de tomber les uns les autres, c'est bel et bien le cas puisque Watcher Guru révélait que le fonds d'asset manager Wisdom Tree, donc 87 billions américains pour Wisdom Tree, qui aussi s'engouffre dans la brèche et demande un ETF spot pour le Bitcoin. Donc là vraiment c'est assez fou. Comme je vous disais, le quatuor donc pour EDX c'était Miles Dutcher avec Bitcoin, Ether, LTC et BCH. On a le GBTC qui a pump de 400%, donc suite à cette proposition justement de BlackRock. On va voir ce que ça va donner puisqu'il y avait des rumeurs, je vous l'avais poussé hier, comme quoi ça serait Fidelity au final qui serait à la table pour vouloir racheter derrière Grayscale. Grayscale qui aujourd'hui ne pèse plus que 15 milliards
milliards, quelque chose dans ces eaux-là. Donc c'est la micro-goutte dans l'océan, tandis que Fidelity, je sais plus, on va voir ça dans un instant, mais on était à plusieurs milliers de milliards sous gestion, donc c'est pas du tout, mais du tout la même échelle. Cryptost Etherscan, l'explorateur de la blockchain Ethereum, innove avec CodeReader, un outil d'analyse des smart contracts alimenté par l'intelligence artificielle IA. Cette technologie a été développée en collaboration avec OpenAI. Les vieux de la vieille qui réactivent les jolis charts qui sont finalement assez épurés mais qui veulent dire ce qu'ils veulent dire avec tout simplement l'épaule tête-épaule, l'Eurotest ici au 25 000 et ce qui fait penser à soit une séance effectivement pour ceux qui la voient ou bien dans tous les cas on a une résolution un peu dans ce qu'on voit dans les textbooks Adam et Ève, larvé, pas larvé, machin bidule. C'est vrai que peu importe comment on prend la chose, dans tous les cas pour les chartistes, on a une résolution qui est très propre. Là pour le Bitcoin, trop propre même, et c'est à se poser des questions si effectivement on va pas avoir d'ici la rentrée quelque chose d'assez costaud pour le BTC, avec en ligne de mire, comme on l'a dit, un nombre incalculable de fois, le bloc des 31-35 à passer, et ensuite ça peut aller relativement vite. Donc loin de moi l'idée d'avoir un quelconque FOMO ou quoi que ce soit cet été, comme je vous dis, je suis déjà positionné. Est-ce que je rajoute maintenant? Est-ce que j'ai envie de me jeter à la va-vite dans ce train? Je pense que ça n'en vaut pas fondamentalement le coup, du moins jusqu'à la rentrée. Si on pousse 35, 40 000 et tout ça, eh bien écoutez, tant mieux. Et ensuite, on verra comment ça réagit autour de l'automne, fin d'année, puisque j'ai toujours peur un peu de ce retour de bâton du côté du marché américain, qui jusqu'à présent a pricé très agressivement une reprise qui malheureusement n'est pas alignée avec le discours de la Fed, puisqu'on n'a toujours pas pivoté. Donc il y a un truc qui n'est pas très aligné là-bas, et tôt ou tard on risque d'avoir un certain retour à la réalité, donc je me méfie un peu de ça. Mais sinon, si le marché crypto nous déroule sa plus belle partition, écoutez, à seulement 300 jours du halving, on est tout à fait prêt et apte à rester dans d'autres fusées bien attachées, et on continue avec Cryptost, la Deutsche Bank, la plus importante banque allemande et la 8e plus importante en Europe, qui a déposé une demande auprès de la BaFin, qui est leur gendarme de la bourse là-bas, pour proposer un service de garde d'actifs numériques. Donc on n'a jamais eu autant de bonnes news d'un seul coup qui sortent après cette déferlante de SEC des États-Unis. C'est complètement barge. Et Binance qui se faisait claquer le beignet sur la zone euro, puisque j'ai encore vu passer là ces derniers jours que du côté anglais aussi c'était en train de chauffer. Ils avaient retiré leur demande de licence, etc. Je ne sais pas trop ce qui se passe pour Binance en zone EU, mais voilà, ça chauffe pas mal. On a les holders donc qui continuent d'accumuler à hauteur de 42 200 bitcoins par mois, et donc très très grosse réaccumulation sur la zone de prix sur laquelle nous nous trouvons, et ce depuis les 15 à 20 000 $. Donc encore un truc qui assèche la liquidité, et qui dit liquidité de moindre dit qu'à la fin, dès qu'il y a un peu plus de demande, eh bien on voit ce qu'il y a eu hier. Binance qui serait en train de travailler sur l'intégration du Lightning Network pour le BTC, et qui ouvre les dépôts et les retraits. On a Alpha PLS qui nous parlait des 401K aux États-Unis avec 6 000 milliards à l'intérieur. Alors c'est les fonds de pension, si je dis pas de bêtises, les fonds 401K, c'est-à-dire en gros tout ce qui est retraite, l'équivalent, sauf que là-bas c'est pas distribué automatiquement. Eux ils ont un genre de cotisation, un peu comme en France quand on travaille, quand on cotise pour tout et n'importe quoi. Eux là-bas c'est quelque chose comme ça sur lequel ils vont cotiser et faire de l'épargne qu'on appelle l'épargne 401K, qui ensuite en général dont ils bénéficient et jouissent à la retraite. Et donc seulement 1 à 2% de tous ces 401K qui pourraient plus tard être dans les cryptoactifs via BlackRock et toute la compagnie derrière. C'est vrai que ça ferait des fonds extrêmement conséquents qui rentreraient sur le marché crypto. Là aussi ça reste hautement spéculatif. Tandis qu'avec Cryptost, l'autorité des marchés financiers, l'AMF français, vient de publier un papier de discussion qui se penche sur le sujet de la finance décentralisée, la DeFi. Quelles sont les pistes de régulation envisagées par le gendarme financier français? Je vous invite bien évidemment à consulter le dossier sur Cryptost. On a le fameux fonds, donc Fidelity, 4500 milliards, voilà. Je cherchais mon chiffre tout à l'heure, je l'avais quelque part en tête, mais je ne le trouvais plus, et qui est en train potentiellement de mettre sur la table tout ce qu'ils ont qui va bien pour pousser Grayscale. Et si Grayscale venait à être racheté par Fidelity, qui a la moitié de force de frappe de BlackRock, mais qui probablement a les mêmes arguments, j'ai envie de vous dire, on aura Grayscale qui deviendra tôt ou tard l'ETF spot tant rêvé par tous ceux qui depuis tout ce temps restaient collés et persuadés que le fameux GBTC trouverait sa voie et aurait un renouveau, un second souffle. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y en a plein qui ont
racheter au fur et à mesure des trusts GBTC, tout en étant dans ce discount et en prenant le risque que peut-être un jour juste Grayscale ferait faillite. Et là, pour le coup, il y a peut-être eu des insiders qui étaient bien informés ou en tout cas qui avaient les moyens de leur politique. Il y a également une spéculation assez débridée sur l'action MicroStrategy MSTR qui détiennent à ce jour, accrochez-vous bien, près de 140 000 bitcoins pour une valeur totale de 4,2 milliards de dollars et un prix d'acquisition proche de 30 000 puisqu'on est à 29 840 dans ces eaux-là. Comme le disait Miles Dutcher, et c'est quelque chose aussi dont on a parlé régulièrement de notre côté depuis plusieurs années désormais et lors des masterclass avec Bitcoin entre autres, quand vous regardez ou quand vous choisissez un altcoin en ce moment et pour voir si c'est le bon endroit, le bon moment, comparez-le systématiquement si vous pouvez, si vous faites du chartisme, un minimum. Si vous faites du DCA et que vous ne comprenez absolument rien à ce que je raconte dans l'émission, c'est pas grave. Vous pouvez continuer votre DCA aussi. Tout le monde a une approche différente et il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit là-dedans. Mais pour ceux qui font un peu de chartisme, vous pouvez le comparer à Bitcoin. Donc par exemple, le nom de votre altcoin / BTC sur TradingView. Donc en général, la paire, c'est le nom de votre altcoin USD. Vous mettez le / et vous mettez BTC USD derrière et vous allez avoir le ratio de votre alt contre BTC et vous pourrez faire pareil sur ETH, voire faire une formule pour les plus avancés d'entre vous où vous allez avoir le ratio qui compare BTC et ETH en simultané pour voir si votre alt est complètement en train de se faire éclater par terre ou si vous avez un semblant de début de bottom contre les paires les plus fortes à ce jour. Et même ETH en ce moment est en train de reperdre du terrain face à BTC. Donc c'est plus BTC en ce moment qui lead et sur lequel il faut comparer. Mais si en plus votre alt sous-performe ETH qui lui-même sous-performe BTC actuellement, voilà, c'est que pour l'instant, n'essayez pas de vous faire trop violence du côté des alts, comme je le disais depuis quelques temps. On a WatcherGuru qui disait que Mastercard développe ou a déposé un trademark pour un software crypto blockchain, donc on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais là aussi, les grosses marques sont en train, un peu dans l'ombre ou pas, puisque régulièrement on a des annonces, mais de développer tout ça positivement. On a le SP500 qui continue de s'arracher, mais attention, on n'est plus qu'à quelques pourcents, moins de 10% des ATH, donc là aussi je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense pas que ça passe en ligne droite, surtout que en journalier, en hebdomadaire et tout ça, on est déjà très haut sur les oscillateurs. On a 0xNGMI, not gonna make it, ça fait drôle et c'est plutôt marrant de revoir ça, puisque c'était des trucs de bull run, ça, tout le monde va le faire, tout le monde va pas le faire, bref, vous le verrez probablement ressortir tous ces trucs, gonna make it et not gonna make it au prochain cycle haussier. En tout cas, il a lancé un crypto calendar. Donc c'est sur defilama.com avec 2 L /calendar et vous allez avoir toutes les annonces pour les cryptos les plus importantes. Donc là aussi, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, le fameux, je sais plus c'est quoi le site calendar machin bidule pour les cryptos, mais ça permet là aussi pour le côté DeFi d'avoir quelque chose qui va vous donner à chaque fois les dates les plus importantes et ça devrait être alimenté régulièrement. Donc je pense que ça en fait un bon concurrent au calendrier qui existait déjà, la Bitcoin Dominance qui a franchi ses 50% dans la foulée. Donc c'est vraiment le leader en ce moment, incontesté et incontestable. On finit avec 2-3 petites infos. C'était Goldman Sachs il y a 48 heures qui disait que le marché américain est déjà en surchauffe et qu'il trouve le marché bien trop optimiste par rapport à leurs propres prévisions, tandis que côté zone euro, la désinflation, le chemin sera encore long et le FMI est plutôt pessimiste. Glassnode qui confirmait que les entités sous 100 Bitcoin sont en train de continuer de up à une vitesse assez effrénée en ce moment. Donc on avait vu que entre 1000 et 10 000, on avait un peu perdu sur certains wallets, mais par contre tous les autres sont en train de continuer de réaccumuler. Et on finira donc avec Unfolded qui nous mettait en avant l'info qui a été passée depuis un développeur Ethereum, si je dis pas de bêtises, et qui proposait une augmentation du validateur. C'était pas une nouvelle limite absolue, puisque j'ai vu là passer tout et n'importe quoi aussi, de 32 Ethers à 2048 Ethers, ce qui veut dire qu'on pourrait devenir validateur à compter de 32 et être un mono-validateur unique jusqu'à 2048 sans avoir 36 validateurs ou je sais pas combien. Vous faites le calcul mental de 32 à 2048 au niveau de la division et vous aurez le nombre maximum de validateurs. Donc voilà, c'est une proposition qui a été faite. J'ai vu tout le monde immédiatement s'exciter
des gens s'insulter, des gens ne pas comprendre. Comme d'habitude, Twitter, plus on s'en tient loin en général, mieux on se porte, mis à part pour juste venir chercher une information. 1100 quasi milliards ce matin, la moyenne mobile 20 pour le crypto total. Donc pour l'instant, très belle résolution après double touchette de la moyenne mobile 50 à 990 milliards. 539 pour le crypto total des alts qui lui est sous la moyenne mobile 200 et 50, donc qui est bien plus, on va dire, dégradé à court terme, mais malgré tout, il a tenu le pavé. Donc pour l'instant, on en est là et je pense que plus tard, on aura malgré tout un certain retour du côté des alts. Tandis que si on enlève Bitcoin et Ether, les alts purs ont tenu par deux fois ce support des 290 milliards. On est à 320 ce matin, mais là aussi, ça mettra un certain temps, je pense, à revenir. Peut-être que ça sera qu'en 2024 ou 2025 que les alts finiront par profiter. Et ça vient tout simplement du fait que le Bitcoin est en train de tout casser sur sa route avec ici le passage rapide, furtif, sous la moyenne mobile 200, sous la moyenne mobile 20. C'était un peu compliqué la semaine dernière. On commençait à avoir la goutte au front de nouveau avec ce passage rapido presto sous les 25 000. Il y en a qui disent qu'on manque encore de volume, mais quand on regarde on-chain, comme l'a dit Kyung Ju, on a quand même pas mal d'acheteurs qui sont au portillon et d'acheteurs réels. Donc on va voir comment ça pourra évoluer ensuite aux portes des 29 000 $, sachant qu'il nous faut, comme vous le savez, franchir les 31 pour espérer rallier les 35. On a le 0,382 de Fibo autour de 36, le 0,5 à 42,3 et le 0,618 48 711 $. Ça pousse aussi plus 3% hier pour le futur CME qui a clôturé quasi à 29 000. Donc les professionnels qui ont défendu le couple moyenne mobile 20, moyenne mobile 200, très très gros support les 25 000. Et quand on regarde dans mensuel, c'est la moyenne mobile 50 mois qui aussi avait permis de déclencher un certain bottom les deux cycles précédents. Donc voilà, l'histoire est en train de se répéter ici, si ce n'est que ce fameux catalyseur qu'on attendait tous pour avoir une reprise durable, marquée et de la liquidité est probablement en train d'arriver là sous nos yeux avec les institutionnels, en espérant que ça soit pas on agite un flag d'un côté, on fait l'inverse derrière pour nous punir derrière, puisque ça souvent ça a aussi été le cas quand on a des grands lancements en grande pompe, les institutions agitent le drapeau, ça spécule dur là-dessus et ça sert derrière de exit pump, donc je me méfie un peu de ça. On a le SP500 qui immédiatement au contact des 70 de RSI est en train de trouver un micro-top local pour l'instant autour de 4388, tandis que le gold est à 1935 ce matin sur son volume profile ici et juste sous la moyenne mobile 20 périodes hebdomadaires. Je repasse pas sur les actions, si ce n'est Tesla, 275 $. C'est très vertical, c'est très pentu, ça y est, tout le monde reveut du Tesla, on a du volume, on a le RSI qui arrive à 70. Vous savez comment on va se terminer cette histoire, on reviendra tôt ou tard sur les moyennes mobiles. Donc là, clairement, les 100 $, je suis pas mécontent d'avoir payé autour de 110 de souvenirs. J'avais partagé une ou deux captures il y a pas si longtemps. Voilà, ça se passe très bien pour les actions américaines. C'est pas pour autant que là aussi, comme sur les cryptos, on va perdre les pédales immédiatement, mais ça fait quand même plaisir parfois de se faire violence sur des points bas. Quand une majorité vous annonce que ça y est, tout est perdu, tout est fini, ben c'est souvent le bon moment et le bon endroit. Et finalement, même pour amener à ce qui s'est passé là récemment par rapport au marché crypto, USDT a à nouveau marqué le début de DPEG, le point bas là local de marché sous les 25 000. Il n'arrive plus à le faire baisser, même en ayant des news extrêmement impactantes. Après, si USDC avait commencé à perdre 10 ou 20%, bien évidemment que ça aurait été plus compliqué. Et c'est ce qui l'autre jour m'a un peu fait flipper pour ma part. Voilà, je m'en cache pas. Quand on a vu USDC se prendre ce qu'il s'était pris la dernière fois, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui l'a ramené. En tout cas, les personnes qui gèrent comme ça assidûment leur portefeuille, on se fait des plans, on se fait une gestion du risque qui est propre, qui est saine, un DCA au travers du temps et tout est bien planifié. Et quand on a un boulet de canon qui arrive comme ça dans le mur, c'est assez compliqué de immédiatement prendre des décisions pour essayer de se protéger aussi. Et c'est ce qu'il faut comprendre au niveau de la survie de son capital et de son portefeuille. En tout cas, DXY 102.57 pour l'instant, toujours en train de défendre ce satané support des 100 à 102 points avec derrière, comme vous le savez, moyenne mobile 200 à 98,25 et le point bas de ce canal parallèle ascendant à 94,9, tandis que la Bitcoin dominance est quasi à 51% ce matin. Le breakout est acté, c'est voilà, consommé, j'ai envie de dire. C'est un range qui durait depuis mai 2021 dans lequel nous étions rentrés ici lorsqu'il y avait eu une très grosse accélération et alt season là pour le coup, puisque quand on passe de janvier 2021 à mai 2021
2021 de 73% à 39,45%, là ça c'est votre alt season. Donc là on est en train de faire l'inverse de ce qui peut conduire à une alt season. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Tant que ce truc pump, vous n'aurez strictement rien à tirer du côté de vos alts. Ça va faire plus 2, plus 3, plus 5% et voilà, ça bougera pas plus que ça. Le jour où on va faire le topito du côté de la Bitcoin dominance et du BTC, là on pourra parler un peu plus sérieusement pour les altcoins. Donc c'est quelque chose à prendre en considération de votre côté pour ne pas trop subir cette Bitcoin season aussi. Et c'est ce qui fait que, comme je l'avais mis dans le top crypto 2023-2024 que j'avais sorti le 25 décembre 2022 sur la chaîne, j'avais mis Bitcoin en premier puisqu'à ce jour, ça n'est pas concevable, je pense. C'est ma résolution des choses, c'est la façon dont je vois le marché crypto, de ne pas avoir de BTC quand on a un portefeuille crypto. Je peux comprendre que la personne qui a une centaine de dollars à mettre sur le marché crypto, il va vouloir venir chercher du rendement. Ça fait pas rêver d'avoir un BTC qui bouge de quelques dizaines de pourcents ou quelques centaines peut-être au niveau du bull run. On veut de la grosse performance, on veut du spectacle, on veut de l'émotion. Pour les particuliers qui viennent se frotter et un peu gambler presque le marché crypto, et la plupart vont mettre ces fameux 100 dollars, les perdre comme au casino, ne jamais y revenir et ne pas foncièrement chercher à creuser tout le fondamental, toute la beauté et tout ce qui a été accompli depuis plus de 10 ans au niveau du BTC et de cette philosophie qu'il y a derrière et l'enjeu aussi, l'enjeu à la fois politique, monétaire et tout ce qui va bien. Donc c'est vrai que voilà, je suis pas là moi pour convaincre des gens et dire c'est bien d'acheter Bitcoin, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Je pars du principe juste que quand on se constitue un portefeuille crypto, admettons que demain vous trouviez une passion pour le marché des métaux précieux, est-ce qu'en métaux précieux vous allez skip le gold et le silver? C'est quelque chose qui me paraît tout à fait logique et qu'on ne peut pas esquiver. De même que quelqu'un qui arrive aujourd'hui au marché crypto, il faut absolument prendre le temps de retracer l'histoire du Bitcoin, de voir pourquoi ça a été créé, quand, comment, ce qui s'était passé avant Bitcoin, l'après, le pendant, etc. C'est quelque chose qui vous permettra vraiment d'avoir une direction et une visibilité fondamentale sur le marché crypto qui changera votre perception spéculative ce coup-ci, mais drastiquement, je pense, en tout cas. 20%, j'essaie de pas me perdre voilà, dans mes blabla, 20% pour l'Ether dominance qui quand même tient pas mal le pavé vu ce qui se passe sur BTC. Donc on va avoir plus tard quelque chose là aussi à surveiller et je pense que le BTC n'a probablement pas dit son dernier mot pour l'instant et le BLX qui a clôturé hier à 28 315. Donc très belle réaction, configuration de chandelier japonais en très jolie reprise ici par rapport au support qui a été défendu des 25. On a la moyenne mobile 100 devant si jamais ça pète à venir chercher en hebdo, 32 700 et les 31 000 qui pour l'instant nous avaient bloqué précédemment. Donc c'est peut-être ce fameux scénario haussier d'ici la rentrée 2023 qui est en train de prendre forme ici en ce moment même sur fond de BlackRock et toute la compagnie qui viennent à proposer leur Bitcoin ETF. La seule ombre au tableau, c'est, admettons, la SEC freine des deux pieds et dit non, non, nous, on veut pas de Bitcoin ETF aux États-Unis ou le gouvernement tout court qui viendrait à appuyer tout ça. Voilà, pour l'instant, faisons preuve d'une certaine retenue, mais ne boudons aussi pas notre plaisir d'avoir comme ça de temps en temps le vent qui tourne en notre faveur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve probablement vendredi, voire samedi. Continuez d'être prudent et de observer et de saisir les opportunités qui sont en train de se présenter à nous. À plus tard. Ciao, ciao.